d'éteindre cette soufflerie, il va falloir faire avec et donc peut-être parler un peu plus fort. Désolée. J'ai besoin de parler plus fort. Tout le monde. Bon. Merci. Sinon, on peut se rapprocher un petit coup déjà. Rapprochons-nous encore. Bon, on sera plus proches les uns des autres. Non, mais rapprochons-nous. Voilà. Oh, pardon. Je suis dégringolée. On avait tendance à tourner comme ça. On avait tendance à tourner comme ça. C'est juste histoire qu'on entende tous quelque chose de commun et puis après je... C'est pas par rapport au syndic, mais là ça m'a fait penser aussi à moi pratiquer du yoga ou des pratiques corporelles reliées. C'est aussi apprendre à accueillir justement tout ce qui se passe. On laissant peut-être des blocages de côté. Et je pense que dans notre culture, ça apporte ça aussi. Ouais. Il y a presque une dualité, vouloir changer le monde, accueillir le monde. Donc une dualité, un paradoxe, pas de réponse. Et c'était dans la même dynamique, c'est comment la pratique du yoga corporel permet de nous aider à calmer notre mental qui est sollicité en permanence dans la vie actuelle et on est tous en sur. Donc le calmer, le mettre de côté pour accéder justement à la connaissance de soi. Ça, je ne peux pas en parler parce que moi, je n'ai pas du tout calmé mon mental. On est tous dans l'aide, mais c'est justement cette aide-là, c'est comment en fait Je ne sais pas. Si, la réponse a été donnée là. La dualité, accueillir le monde, vouloir changer le monde. Et vous connectez les deux questions, elles vont ensemble. Et il y a un paradoxe, enfin une dualité, un paradoxe, pas de réponse. Mais une pratique, accueillir le monde, vouloir changer le monde. Voilà. Et donc cette question de calmer son mental, qui est que moi je suis comme toi, hein, j'ai entendu ça des centaines de fois sur France Inter, France Culture, j'en passais des meilleurs dans des cours de yoga. Moi je suis le petit poussé, hein, je fais ah bon, ok, et puis les années passent, et puis ouais je connais un peu la question quoi, à force. Mais j'ai pas de réponse, mon mental n'est pas calmé. Enfin, je ne suis pas calmé. Parce que ce qu'on appelle le mental dans l'enseignement de yoga, c'est à la fois un organe émanant de moi et qui, encore dualité, accueille le monde ou le saisit. Exactement ton truc. Hein, c'est un organe qui est, à la différence de mon estomac, qui est une indriya, un organe, à la différence de mon estomac, est subtil et immatériel. Et cet organe nous permet, dans son activité de saisir les choses, ou dans son inactivité de créer un ouvert et d'entendre. Mais comment dire, le mot mental, manas, désigne aussi, donc cet organe d'une part, mais d'autre part désigne aussi l'espace. C'est-à-dire, pour utiliser l'image du danseur shivaïte, qui n'est pas Shiva, hein, qui est le danseur, dans son cercle de flammes, il danse, donc il vit sur une scène. Nous sommes le danseur, le mental, c'est la scène. Je fais mon bon petit soldat qui récite le shivaïsme cachemérien, mais poum poum poum, hyper intelligent. Pareil, là ce que je viens de vous dire est pour moi fondamentalement important, mais ça met longtemps à infuser, à être intégré, cette histoire du danseur shivaïte. Ça, c'est du point de vue indien, parce que pour nous comprendre. Du point de vue shivaïte. Le mental et la scène. Oui, le mental, c'est deux choses. C'est
un organe immatériel qui, si l'ego, si moi s'en saisis, me permet de saisir par l'essence le monde, par l'essence et les membres, les mains, mais les yeux, les oreilles, etc. Si je fais un effort de saisie avec ma main ou mon oreille ou mes yeux, eh ben, c'est l'organe mental qui fait cet effort pour moi. Mais si je ne fais pas d'effort, l'organe mental au repos permet toujours par les mêmes membres et les mêmes organes à accueillir, à entendre. Donc en fait, dans la théorie générale de la pratique de yoga, il y a de passer de vouloir saisir à accueillir. Donc exactement la question qui était posée là. On ne peut pas changer le monde. Alors, il y a des moments où il faut. Si vous plantez, si vous faites un potager, ben, c'est un moment d'agir de façon transformatrice dans le monde. Et il faut le faire, sinon il n'y a pas de légumes. Mais pour ce qui est de la connaissance, pour connaître ce même potager, vous voyez, vous agissez, vous faites. C'est une chose. Mais pour entendre la vie végétale, eh ben, il y a besoin d'arrêter d'agir. Et donc cet organe mental, vous ne vous en occupez plus. Enfin, moi, ne s'en occupe plus. La chose, ce mental se repose, mais il est toujours actif. Enfin, il est inactif écoutant. Et tout à coup, je peux être en relation à ce qui est en train de se passer dans mon potager. Et c'est une chouette. Je n'avais jamais eu l'idée de la métaphore potagéro-agricole, mais c'est une bonne métaphore finalement, parce que vous voyez bien que dans le forcing agricole, il y a un non-respect, quelque chose de mortifère qui peut s'installer si ce n'est que de l'action. Alors qu'il y a besoin de cesser d'agir et d'entrer en relation de connaissance, de connaître, quoi. Alors, en français, on appelle ça contemplation. L'enseignement de yoga n'utilise pas ces mots-là, mais c'est bien ce que l'enseignement, le sanskrit utilise samadhi pour ça. Samadhi, c'est une fraction de seconde, c'est la fraction de seconde pendant laquelle tu percutes. C'est-à-dire, tu peux rester là, assis devant ton potager, des jours, il ne se passe rien. Mais il y a un moment où il se passe, où il y a une relation. Ce moment est appelé samadhi. La joie est ressentie. La joie, c'est l'inverse de l'excitation. Je vous précise. Hein. C'est-à-dire, autant l'excitation est aiguë, ça correspond à une excitation, nanana. Mais autant la joie, c'est chaud, c'est lourd, c'est apaisant. Vous voyez, il y a encore une dualité. Donc cette joie, hein, le visage de la Joconde, la joie nous indique physiquement que là, c'était vrai. Pour moi, ça m'a dit c'était l'éveil, Non. l'éveil spirituel. Moksha. Samadhi, c'est, en sanskrit, l'instant de relation pleine et vraie à. C'est-à-dire ce qu'on appelle la connaissance. Même avec un ami, tu prends un café avec un ami, bah comme avec le potager, ça tournicote, on se parle de nos trucs, on n'est pas vraiment ensemble. Alors notre entretien peut faire qu'on n'est jamais ensemble. Mais il peut survenir dans notre entretien, dans notre café, un instant d'amitié, si tu veux, ou d'amour, ou de connaissance. Samadhi, c'est une fraction de seconde, on était vraiment ensemble. La joie est là, ça disparaît, le moment est déjà passé. La joie, c'est un signal physique qui vient d'y avoir une relation, c'est ça, samadhi. On est rentré de plein pied. Alors là, c'était pas du tout prévu. Non, mais vous voyez, sur le croisement de 2-3 questions, on est donc bien capter ce que c'est que le mental, ce que c'est que l'ego. Donc ça, c'est dans les Samkhya-Karika, hein, c'est les 25 éléments fondamentaux du vivant, enfin de l'être humain.
Ça parle à tout le monde, le Samkhya-Karika enseignement védique très ancien, rassemblé à peu près au début de notre ère dans une antisèche, comme les Yoga Sutras est une antisèche, où tout un enseignement védique aussi et upanishadique est rassemblé sous forme d'antisèche, pour ne rien oublier, pour aller chercher les éléments dans les Védas et les Upanishads, en fait, les Yoga Sutras forment un couple avec le Samkhya-Karika. Les deux ne devraient jamais être séparés, c'est toujours ensemble. Le Samkhya-Karika nous montre les éléments du monde et comment ils sont imbriqués les uns dans les autres, alors que le Yoga Sutra nous montre comment être en lien ou et ne pas l'être. Donc connaissance, ignorance. L'enseignement de yoga, c'est un truc niveau CM2 à peu près, qui nous enseigne comment être en relation à. Je dis niveau CM2 parce que ce soit dans le monde brahmanique, donc institutionnel, des sachants, des puissants et des riches de l'Inde, ou que ce soit dans l'inverse, dans le monde des sadhus, des pincachiens, des vanupiers, et qui sont encore une dualité. Il y a les sachants puissants et les vanupiers qui s'intéressent à la même chose. Donc la question c'est, qu'est-ce que je peux faire pour être vrai, pour être en relation? J'entends souvent agir vrai. L'enseignement de yoga ne parle pas de comment agir. Jamais. Parce que la question c'est, agir vrai, ça va de soi, pourvu que ça a été bien vu. Nous sommes 100% intelligents en tant qu'êtres humains. Tous, à égalité, enfin pas à égalité, à totalité. Nous sommes totalement intelligents. Mais cette intelligence peut être utilisée pour devenir expert en calcul de la bourse, ou pour devenir un expert militaire, ou médecin, etc. Donc l'intelligence est cramée, utilisée en tout cas, comme ça. Mais l'intelligence peut être, qui est source donc, de profonde relation, de réalité, peut être utilisée pour voir. Point. L'enseignement de yoga consiste à nous apprendre à voir parce que nous allons devenir médecins, architectes, enseignants, etc. Et que pour bien agir, suffit de bien voir. Donc l'enseignement de yoga nous s'intéresse, c'est un micro-enseignement qui n'est pas religieux, et qui ne va pas nous apprendre à être de bonnes personnes. Vous voyez, les religions nous apprennent à devenir de bonnes personnes dans une société. Donc, les religions sont très importantes, mais l'enseignement de yoga est infra-religieux, c'est en dessous, c'est avant. D'abord, voir, au lieu de vivre dans un film, dans une fiction. Regardez nos fictions. Ce matin, j'ai allumé vite fait France Info en faisant ma popote pour mettre dans ma gamelle pour manger tout à l'heure. Et il y avait Méli-Mélo, Notre-Dame de Paris qui rouvre ses portes, et les forces du bien qui ont vaincu les forces du mal en Syrie. Tout ça mélangé. Complètement hallucinant. Donc les forces du bien, le djihad islamique, les forces du mal, une dictature socialisante. Ok. Vous voyez, côté fictionnel, délirant. Bon, c'est normal, c'est le monde. Donc la question, c'est de ne pas me laisser entraîner par la fiction,
bien qu'elle soit nécessaire, nous vivons en société, nous avons besoin de discours religieux. Et puis nous avons besoin d'être de bonnes personnes pour notre société. Mais vraiment, l'enseignement du yoga ne s'occupe pas de ça. Avant, la question, c'est de bien voir. Si vous voyez, l'action va être bonne. Enfin, bonne, vraie. Pour rejoindre cette histoire de Yogas Chitta Vritti Nirodha de tout à l'heure, donc le premier sutra des Yoga Sutras, c'est maintenant l'enseignement de yoga. Alors, je vous fais le truc. Bon, c'est parti comme ça. Donc, je vous fais le truc. Yoga en sanskrit, c'est pas un nom. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle yoga. C'est un verbe. C'est le verbe joindre, yuj. Et par déclinaison, joint, je suis joint, être joint, ça se dit yoga. Être joint. Mais il n'y a pas quelque chose qui s'appelle yoga. Ça n'existe pas. Non, mais c'est hallucinant. Vous voyez, rien là, on est dans le premier cours de la première année de sanskrit direct, par pied direct avec ce qu'on croyait. Donc il y a la question d'être joint à quoi? À dharma, bien sûr, de se joindre directement à ces lois cosmiques, dont la gravité terrestre, dont le fonctionnement du mental et de moi, l'ego, cosmique, divin, totalement. C'est ça les lois cosmiques. C'est la gravité terrestre, ce qui fait que les planètes et les galaxies tiennent les unes par rapport aux autres par des forces magnétiques ou je sais pas quoi, les trous noirs et j'en passe et des meilleurs. Et puis, je mange, je digère, et je suis. Je mange des pizzas et du coca, ça marche quand même. Pour moi, un truc de dingue. Si vous vous nourrissez exclusivement de pizza et de coca, vous allez mourir à peut-être 50 ou 60 ans, quoi. Que moi, complètement dingue. Comment la magie divine opère pour qu'en me nourrissant de ça, je puisse vivre quand même qu'à un cas. C'est un truc de dingue. Donc c'est ça les lois cosmiques. Enfin, c'est pas ça les lois cosmiques. C'est que les lois cosmiques permettent ça. Donc permettent que les planètes, les galaxies tiennent les unes par rapport aux autres. Voilà. Et permettent que je digère. Permettent que notre société existe. Qu'à un cas, comme l'histoire des pizzas, vous voyez bien que notre société, c'est qu'à un cas, et puis il y a des cycles. Et c'est vritti. Yogas, chitta, chitta vritti, nirodha. Hein, il y a 4, il y a yoga. Du coup, le fait de réfléchir, ça m'empêche de le dire bien. Yogas, chitta, vritti, nirodha. Donc, vous voyez, je vous fais les 4 mots. Dans la Patanjali, il dit bien yoga. Bah oui, c'est marqué yoga en sanskrit, donc le verbe agir. Le mot yoga, il existe quand même en sanskrit. Oui, mais ce n'est pas un mot, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas le nom d'une chose, c'est le verbe. En pratique, c'est Oui, exactement. Donc c'est une action, un verbe. Un verbe, c'est une action, c'est une pratique, tout à fait. Donc ce yoga de Yogas Chitta Vritti Nirodha, c'est le verbe agir. Enfin, être joint. Le verbe agir, c'est karman. Donc, être joint est, le dernier mot nirodha, ça signifie en sanskrit tenir fermement quelque chose dans sa main. Ça ne veut pas dire arrêter. Dans le dictionnaire, vous allez voir plein de propositions et il y a arrêter dedans. Mais pas que. Il y a plein de propositions. Mais étymologiquement, c'est quand on tient quelque chose dans sa main. Au lieu de ne pas le tenir, je le tiens. Et on n'est plus dans arrêt.
plus subtil, c'est plus... Voilà, c'est plus mystérieux et plus intéressant que d'arrêter un truc. Vous allez voir, on ne peut pas arrêter de toute façon. Donc il y a yoga, c'est un verbe. Nirodha, c'est le fait de tenir fermement dans sa main quelque chose. Chitta, c'est, selon les Samkhya-Karika, l'addition de l'intelligence, de l'ego et du mental. C'est-à-dire, c'est le bonhomme, c'est l'être humain dans son ensemble qu'on appelle Chitta. Et Vritti, vous entendez le vri dans Vritti. Vritti, c'est les journées, par exemple. Ce sont des Vritti parce que ça recommence. C'est un cycle qui recommence, mais jamais à l'identique. Et donc, ça ne fait pas un cercle. On ne tourne pas en rond, en fait. Une journée succède l'autre. Et en fait, ça fait une vrille, une hélice. Quand vous voyez le Soleil se déplacer dans le système solaire, les planètes autour, comme dans la galaxie, pardon, quand vous voyez le système solaire se déplacer dans la galaxie, le Soleil a une trajectoire et les planètes autour, elles tournent autour, mais comme le Soleil se déplace, pareil, ça fait une vrille. Nous respirons. Chacune de nos respirations, on fait un... Vous voyez, bon, du coup, voilà, trop bien, c'est l'enseignement de yoga, c'est ça. On peut voir la respiration comme les Shadok pompes. Donc, j'expire d'abord, expirer, anatomiquement, inspirer. Et toujours le Yoga Sutra, plus loin, dans le deuxième livre, définit ce qu'on appelle pranayama comme le passage de cette respiration alternée à une respiration cyclique. Et le mot vritti est utilisé encore là, dans le deuxième livre de Yoga Sutra. Donc, comme les journées tournent et se succèdent sans être identiques, les respirations se succèdent sans être identiques. Les années également. Et on est dans le cosmique complet là. Et le mot vritti indique ça. Donc, pour revenir à notre yoga chitta vritti nirodha, je ne sais pas comment il faut traduire en français, parce que le français ne permet pas de dire tout ça, mais à la louche, pour faire une grande phrase, c'est que être joint à Dharma, yoga, être joint à Dharma, c'est tenir fermement dans sa main les cycles essentiels de moi, de l'être humain. Donc il y a des cycles essentiels. Et comme il s'agit de connaissances pour l'enseignement de yoga, alors oui, je suis désolé si je saoule les gens qui ne connaissent pas, je vais arrêter après. Le mot Nirodha est tout de suite montré dans les sutras. Après, tout ce que je vous raconte, c'est juste les sutras d'après. Et le mot Chitta, c'est dans les Samkhya-Karika. Et le mot Chittavritti, donc le mot composé, est tout de suite, dès le 5e sutra, et on vous montre ce que c'est. Et en fait, ce qu'on appelle Chittavritti dans les Yoga Sutras, c'est juste les éléments les plus importants pour le phénomène de connaissance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand je rencontre quelqu'un ? Par exemple, je me balade dans la rue, un chien arrive à 50 mètres. Eh bien, ma réaction face à l'arrivée de ce chien, selon les mémoires que j'ai dans le buffet, ça va, peut-être que je vais me jeter dessus en disant « Oh, j'adore les toutous, ils font plein de léchouilles, moi aussi je leur fais des léchouilles parce que j'adore les toutous, machin, donc ça va me déclencher un truc où je vais rentrer en relation avec ce chien parce que j'adore les chiens. » C'est un délire qu'on peut se faire. Ou selon, pour faire une dualité, selon le contraire, je vais avoir peur. Et donc, je vais tout de suite freiner, le chien va le sentir et me sauter dessus. Et donc, vous voyez, là aussi, on a des vrittis, en fait. C'est que, selon ces deux modes d'ignorance, si j'ai un présupposé « Ah, comme ils sont mignons les toutous », eh ben, je vais engendrer encore de « Qu'est-ce qu'ils sont mignons les toutous ». Ma rencontre avec ce chien va produire « Oh, qu'ils sont mignons les toutous ». Et si j'ai peur,
la rencontre avec ce chien va produire, donc le même, les chiens sont agressifs. Et donc je réengrange dans le buffet, ils sont mignons les toutous, ou les chiens sont agressifs. Voilà. Et donc ça, c'est ça qu'on appelle les chittavriti dans ce sutra-là. Donc ce sont ces deux modes d'ignorance, il n'y a pas de rencontre. Pas de rencontre avec le chien, pas de samadhi. Donc la question qui nous est proposée dans ce début des Yoga Sutras, c'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, en tenant fermement dans ma main ces mécanismes d'ignorance, je vais trouver un moyen, vous voyez, par effondrement de l'ignorance. Une fois que je la vois, l'ignorance, je suis intelligent. Une fois que je la vois, ces automatismes en moi vont plus être aussi opérants parce que je les ai vus. Donc peut-être, à force de tenir fermement dans ma main, une rencontre avec le chien va être possible plus tard, à force de répétition, vous voyez. Donc les 3e et 4e sutras, puisque tout l'enseignement de yoga est donné dans les 4 premiers sutras de Yoga Sutra, c'est ainsi le voyant prend sa véritable forme. Sinon, le 3e sutra, le 4e, sinon, c'est l'identification au vritti. Donc l'identification au vritti, je viens de vous le faire. Mais l'enseignement de yoga, c'est bon, on peut se quitter, il vous a été donné. Les 4 premiers sutras de Yoga Sutra sont faits pour ça. Et n'oubliez pas, on est en classe de CM2. Et je ne dis pas ça pour dénigrer les CM2, parce que rendez-vous compte qu'en CM2, et on sait lire, on sait écrire, on sait compter, calculer. On a fait 5 ans à temps plein à écouter et pratiquer un enseignement, et on a beau être encore des enfants, ils sont très forts en CM2. On dirait les petits adultes. Et ils redeviennent enfants en 6e, parce qu'ils redeviennent les plus petits. Mais je ne sais pas s'il y a des instituts ici, mais c'est vrai que les CM2, ils sont... Voilà. Donc c'est pour ça que je dis toujours que l'enseignement de yoga, c'est niveau CM2, c'est vrai. C'est un enseignement, un pré-enseignement, comment devenir intelligent. Donc au niveau des pratiques, les pratiques universelles, vraiment universelles, c'est tu prends un adolescent, tu le sors du groupe. Selon les lieux, tu vas le mettre dans une grotte, dans la jungle, dans le désert, peu importe, ça dépend des lieux. Et dans cet isolement, il y a justement un effondrement de tous les habitus, en fait. Et un lien. La pratique de yoga, c'est d'aller vous coller 10 jours tout seul dans un... Moi, j'ai fait ça dans un refuge ouvert de la Sainte-Victoire, près d'Aix-en-Provence, qui est très peu visité, surtout la semaine. Le week-end, tu as un peu des passants, mais tu peux dormir et tout, tu peux même faire du feu, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, en hiver, la Sainte-Victoire, pas en été. Voilà, tu passes 10 jours là, tu te mets d'accord avec un ami pour qu'il te ravitaille. Et ces 10 jours, c'est plus que de la solitude, c'est de l'isolement, c'est-à-dire c'est flippant. En fait, c'est l'angoisse de passer 10 jours tout seul dans un lieu. Mais par contre, cette angoisse, elle ne dure pas longtemps parce que, bon, moi, pour ne pas être angoissé, je pense que tout le monde fait pareil. Pour ne pas être victime de l'angoisse, je fais ce que j'appelle faire la souris. C'est-à-dire que je furette. Tout le monde ferait ça, je pense. C'est-à-dire que vous allez commencer à sillonner votre périmètre autour du refuge pour le connaître. C'est une forme d'agitation, mais qui va vous permettre de connaître l'endroit. Mais au bout d'un moment, ça tourne en rond. Donc la seule possibilité qui vous reste à faire, c'est de vous asseoir et de rien faire. Peut-être au bout de 2 heures, peut-être au bout de 2 jours, selon les personnes. Mais vous voyez, l'enseignement de yoga de base, c'est ça. C'est la retraite. D'où les grottes dans l'Himalaya.
C'est simple, hein. C'est ça l'enseignement de yoga. Donc les habitus ont disparu, tout France Inter et compagnie ont disparu, votre place dans la société a disparu, et vous êtes dans votre grotte. Bah, il reste, et ça c'est très védique, il reste les Mahabhutas, hein, la terre, l'air, l'eau, le feu, l'espace. Donc dans la Sainte-Victoire, c'est beaucoup de calcaire, c'est une terre rouge, c'est une végétation un peu sèche comme ça. Il y a le vent, il y a beaucoup d'espace de vent, parce qu'on est en Sainte-Victoire, donc devant c'est dégagé. Vous êtes en lien au Mahabhuta. Et traditionnellement, c'est là que l'enseignement vous est donné. Alors ce stage, moi j'ai appris sous forme de 10 jours. Vous voyez, parce que ça correspond en Occident à Vipassana. De chez Goenka, dans la secte de Goenka, un endroit que moi je n'adhère pas du tout au truc de Goenka, mais par contre je trouve que le stage proposé est formidable. C'est vraiment une entrée dans l'enseignement de yoga qui est génial que d'aller. Donc là, c'est pas l'isolement, c'est du collectif. Hein, c'est très scout, il y a un côté scout. En silence, 10 jours d'assises. Ben voilà, ça apprend. Donc de ces 10 jours d'assises, on est passé à la logique de 10 jours d'ascèse, donc d'isolement. Voilà. Bon, après, c'est souvent, plein de trucs bouddhistes, c'est 3 ans, 3 mois, 3 jours. Bon, ouais, mais c'est pas forcément obligé, enfin, que chacun se débrouille. Mais par contre, la logique, c'est celle-là. Donc ça, c'est la première partie de l'enseignement de yoga universel, parce que vous êtes dans le monde chrétien au Moyen-Orient, c'est comme ça. Et puis même cet ermitage de la Sainte-Victoire dans laquelle je me suis incrusté, c'est un ermitage chrétien, bien sûr. Ce refuge ouvert, c'est un ermitage. Donc vous voyez, c'est vraiment universel. Première partie de l'enseignement. Deuxième partie de l'enseignement, vous mettez en slip, un bol dans une main, un bâton dans l'autre, et vous allez à Compostelle à pied, ou aux sources du Gange si vous êtes indien. Donc là, vous êtes obligé de bien chanter. Quand vous arrivez dans un village, si vous chantez bien, on vous met à manger dans votre bol. Si vous êtes gourou, c'est-à-dire si vous pesez lourd, si vous avez du charisme, là, le poids du mot gourou, voilà, bon, et l'enseignement de yoga, c'est ça. Donc, en 2 parties, je m'extrais du monde et je rentre en relation à ce dharma, hein, pour de vrai. Deuxième partie, je reviens ainsi transformé, je reviens en relation au monde. Et l'enseignement se termine comme ça. Après, ça continue, parce qu'il faut trouver une place, trouver sa place dans le monde. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut vraiment faire le chemin. Mais pour nous, Oui, mais nous, quotidienne, absolument. Mais je vous raconte la théorie générale. Moi, il a bien fallu que moi, j'ai pas fait 3 ans, 3 machins, là. Après, pour nous, la question, c'est bon, ok, la théorie générale, c'est ça. Bon, alors moi, comment je fais? Alors maintenant, la question pour nous, c'est comment on fait? Donc, déjà, comment je vois? Admettons que j'ai 40 ans, moi j'en ai 58, mais je me souviens assez bien quand j'ai 40 ans. Tu arrives à 40 ans, déjà, il faut pouvoir voir où on est. Où est notre assise? Où suis-je assis? Comment suis-je assis? C'est pas du tout évident à voir. Et probablement que dans ta vie, les ingrédients de l'enseignement ont finalement déjà été vécus d'une certaine façon. Par exemple, quelqu'un qui aurait été infirmière dans le milieu hospitalier pendant tant d'années, il y a des éléments de l'enseignement qui ont été vécus en pointillé.
Donc la question, c'est de prendre conscience de là où on en est et de voir comment on pourrait constituer sa sadhana. Hein, sadhana, c'est le mot qui signifie stratégie en sanskrit. On traduit par pratique, mais ce n'est pas strictement pratique. À Bombay, les lignes de bus s'appellent Mumbai Sadhana. Parce que c'est la voie, c'est la stratégie militaire, la sadhana, et la voie de bus. Le chemin, comme on dit en français. Donc moi, je vous donne la théorie générale, mais qui vaut pour moi. Donc il y a un certain désarroi, si vous voulez, d'entrer en relation avec la théorie générale. Mais après, pour tout le monde, et par exemple, pour continuer dans les trucs tradis, hein, en faisant un saut de puce, un pas de côté dans l'enseignement bouddhique, la fable de Siddhartha Gautama, super enseignant. Le Siddhartha Gautama, du Bouddha. Le Bouddha, c'est un prince, il a des parents un peu protecteurs, il n'a pas le droit de sortir, mais il a très envie de connaître le monde. Donc il est surformé par des précepteurs pour devenir roi, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de connaître. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Hein, on est vraiment dans la fable. Lui, il veut vraiment connaître. Donc un jour, il sort, et puis il voit la réalité du monde et sa misère et tout ça. Bon, mais pas que sa misère, vous voyez, parce qu'après, il va voir tout le reste. Ça lui donne goût, et il fait une fugue, hein, il s'en va. Il s'en va, et bon, c'est un prince quand même, hein, et il décide de faire des universités, en fait, de rencontrer tous les savants de son époque, de façon à connaître. Il ne veut pas s'éveiller spirituellement, le mot spiritualité n'existe pas en sanskrit. Enfin, tout ça, c'est des concepts qui n'ont pas cours. Il veut connaître, voilà, le monde. Il ne veut pas rester enfermé dans son palais, ou dans son administration, ou dans son boulot, ou dans son village. Vous voyez, on est vraiment dans la fable. Donc, il veut connaître. Il fait tous les grands savants, ça ne lui fait pas connaître. Il fait un pèlerinage, ça ne fait pas connaître. Et donc il finit par s'arrêter sous un arbre en disant, de toute façon maintenant je fais l'ermitage, je ne bouge plus, je veux connaître. Ça ne marche pas non plus. Hein, vous reconnaissez que vous l'avez déjà entendu cette histoire. Ça ne marche pas non plus. Et il jeûne par-dessus tout. Et ça ne marche toujours pas. Et la mort s'approche. Ça ne marche pas. Il est en train de mourir en fait. Et s'il y a un arbre isolé, c'est qu'il y a un village pas loin. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la nature, un arbre isolé, il y a un village pas loin. Ça n'existe pas dans la nature, un arbre isolé. Ou il y a une forêt, ou alors tu es dans la savane, tu vois, mais il n'y a jamais un arbre. Il n'y a que dans le milieu agricole qu'il y a des arbres isolés. Donc une femme qui passe pour aller au puits tous les jours, non, on est dans les trucs bibliques hein, un peu, c'est le même genre d'image, l'interpelle en lui disant « Mais pourquoi tu te laisses mourir ?» Il dit « Je veux connaître. » Il dit « Là, tu meurs. » Et cette interaction avec cette femme, c'est ça qui le sort de son délire. Et on dit que c'est là qu'il trouve l'éveil. Mais en fait, il n'a pas trouvé l'éveil. Il a juste fait une rencontre. Lui, c'est un homme, il a fait une rencontre avec une femme qui sort de son délire, donc de sa fiction. Et on dit que ça, c'est l'éveil. Et ils sont malins, les bouddhistes, hein, dans les questions fables. Donc, il n'a pas trouvé l'éveil. Mais en fait, si. Donc, si vous voulez, il a fait le job, Siddhartha, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas d'éveil. Nirvana, en sanskrit, nir, c'est un préfixe qui fait une négation, et vana, c'est le fait qu'il y a de l'air qui passe. Et quand il n'y a pas d'air qui passe, vous êtes mort, en fait. Donc ça, c'est l'éveil. C'est vrai.
C'est très humoristique, hein, l'enseignement bouddhique. Moi, je ne suis pas bouddhiste, hein, donc c'est pour ça que je rigole un peu. Mais c'est intéressant, c'est vachement bien. Je ne suis pas bouddhiste, mais je reconnais que c'est vachement bien fait. Donc on vous dit, si vous voulez vraiment vous éveiller, ben mourrez. Donc Siddhartha Gautama ne s'est peut-être pas éveillé, mais il a fait le job, il y a une expérience. Et la suite de l'histoire, c'est que son compagnon de route, là, lui pense qu'il s'est éveillé. C'est son compagnon qui pense qu'il s'est éveillé. Et à partir de là, il proclame la bonne nouvelle. Et donc son collègue, là, Siddhartha, bon, c'est un prince, alors forcément, il y a un peu de l'habitude, justement, il devient gourou comme ça, itinérant, nanana, et il fait une révolution communiste en Inde. Hein, en mode, est noble, Arya, est noble celui qui écoute Dharma. Bah oui. Enseignement de yoga de base. Hein. Donc ça, alors que dans un ensemble de royaumes, c'est comme l'Europe. Hein. L'Inde, c'est comme l'Europe. C'est des royaumes, en général, en guerre les uns avec les autres. Et bon, ça passe pas du tout. Hein. Ça, donc, comme c'est un prince de son vivant, on l'embête pas trop. Mais ses successeurs seront boutés en dehors d'Inde, donc beaucoup dans le sud-est asiatique, où les pays bouddhistes sont dans le sud-est asiatique et dans l'Himalaya au Tibet. Mais vous voyez la fable, excellente fable sur l'enseignement de yoga. Une autre vanne de Siddhartha, toujours dans la suite, là, lui il dit « je vais vous enseigner Dharma ». Donc maintenant, quand vous allez dans un truc de scoutisme bouddhique, on vous dit bah, « ouais, l'enseignement bouddhiste, ça s'appelle le Dharma ». Qu'est-ce que ça veut dire Dharma? C'est l'enseignement bouddhiste. Ben non, pas en sanskrit. Mais par contre, la blagounette de Siddhartha, elle est bonne. Oui, il va nous enseigner le Dharma. Donc voilà, bon, je vous raconte des trucs si vous voulez, mais ça ne nous aide pas beaucoup de oui, bah, et nous alors? Moi, je disais le lien avec les postures. Avec les postures? Bah, parce que là, vous avez expliqué, en gros, je vais caricaturer, on ne fait rien. On ne fait rien, c'est plutôt dans un acte d'accueil, ou en tout cas, on doit, on se forme comme ça. Je vous garantis que 10 jours, pas 3 ans, 3 mois, 3 jours, 10 jours tout seul dans le truc, c'est pas je fais rien. Oui, non, mais. C'est puissamment transformateur. C'est pas dans l'action. Ben, c'est pas, faites-le. C'est pas dans l'action. C'est, je vous jure, il s'en passe des choses. Alors, comment on peut faire le lien avec le yoga postural? Alors, Voilà, la ouais. question c'était après, dans les enseignements, comment on arrive, voilà. Si vous voulez, bon, là j'ai pris un temps pour vous montrer ce que j'appelle depuis tout à l'heure la théorie générale. Parce que vous preniez comme propos de faire un cours de yoga, de pratique corporelle qu'on appelle yoga ici, ou que vous soyez, par exemple, moi j'ai été vacciné de l'Inde, parce que j'étais journaliste avant, et j'ai pas mal travaillé en Inde, notamment sur la musique hindoustanie. J'ai été vacciné de tous mes fantasmes sur l'Inde par un maître de musique hindoustanie que j'ai connu dans mon boulot, parce que je l'interviewais, et qui m'a montré l'absurdité du tourisme yogique en Inde, en me disant, mais lui, son point de vue, c'est que les Occidentaux, on a Mozart, on a Béjart, et on vient faire du tourisme dans des ashrams. Le mec, pour lui, c'était complètement saugrenu, enfin vraiment un truc d'ignorant total. Parce que pour lui, la transmission, c'est la musique. Vous voyez? Il n'y a pas besoin des postures de yoga. Je vous parle du point de vue de ce gars. Donc il m'a transmis ça. Moi j'étais un peu... bon, moi j'avais 30 ans, tu vois, j'ai connu l'enseignement dans l'adolescence.
Bon, pareil, il faut que ça infuse pendant longtemps. Mais si vous prenez donc le cours de yoga comme objet, bon, lui, c'était la musique hindustanie, son objet, ça aurait pu être la médecine ou la danse, peu importe. Mais si vous prenez une pratique corporelle comme on la connaît, comme objet, c'est pas moi qui vais vous expliquer comment insuffler ce que vous voyez, ce que vous connaissez, dans votre cours de yoga. Vous saurez le faire vous-même. Que vous soyez professeur de musique, de chant, de danse, de médecine ou de ce qu'on appelle un cours de yoga ici. Moi, je peux vous parler de mon désarroi dans les années 80, quand j'ai voulu trouver des textes sacrés qui expliquent comment pratiquer les postures de yoga, mais il n'y en a pas. Ben donc, moi, j'étais dans le désarroi. On m'a donné la Hatha Yoga Pradipika, mais il n'y a rien dedans. Après, j'ai même eu la Gheranda Samhita, je ne sais pas, il y a une vingtaine d'années, il n'y a rien dedans. Donc j'étais quand même désarçonné. Mais c'est très bien, en fait. Donc c'est pas moi qui vais faire ce qui n'a jamais été fait, c'est pas moi qui vais le faire, c'est hors de propos. Alors là maintenant, pour la théorie générale encore, mais ça tout le monde le sait aussi, c'est que les postures de yoga viennent du monde des sadhus. Justement, donc déjà du monde shivaïte, qui est si vous voulez, je n'utilise que des grosses ficelles et que des lieux communs et des caricatures, pour aller vite là. Mais en gros, ce qu'on appelle shivaïsme en Inde, c'est l'opposition. C'est la France insoumise, si vous voulez. C'est vrai. Ou l'extrême droite, hein, peu importe. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir brahmanique, et puis, c'est le monde est duel, hein, c'est comme ça. Il y a des personnes qui disent oui, ok, vous êtes au pouvoir, mais nous, on veut être, on veut exister. Donc nous aussi, on veut voir, etc. Et donc le monde shivaïte, c'est l'anti-monde mainstream de l'Antiquité et du Moyen-Âge en Inde. Et cet anti-monde, il existe depuis toujours. Parce que depuis qu'il y a des sociétés humaines, il y a le pouvoir d'un côté et les forces de l'atténuation. Vous voyez, le pouvoir a une vocation totalitaire. Et il y a toujours, Jésus de Nazareth est apparu dans les marges à son époque. Il n'était pas, c'était pas un rabbin. Au contraire, il est apparu dans les marges pour dénoncer l'imposture et l'imposture des rabbins. Virer les marchands du temple et patin couffin. Il n'en avait même pas après les Romains. D'ailleurs, les Romains n'en avaient pas après lui non plus. Hein. Cet homme est apparu dans les marges pour dénoncer un pouvoir qui était en train de devenir totalitaire, et c'est vraiment normal. Donc le monde shivaïte en Inde, c'est ça. C'est la même chose, c'est les forces des marges. Donc le monde shivaïte en Inde, c'est le sud. C'est aussi le Cachemire, voilà, et puis c'est les va-nu-pieds partout, quoi. Donc le grand truc, si vous voulez, de la civilisation indienne, c'est que ici, les cadets des familles, si c'était des garçons, on les envoyait dans l'armée, et les filles au couvent. Parce que, Jean, il n'y a pas de place pour vous. C'est les aînés qui héritent des terres. Les cadets, vous débrouillez ailleurs, quoi. Ce même schéma, en Inde, a donné ce qu'on appelle les renonçants, c'est-à-dire un droit, quand on n'a rien à faire dans la vie, d'oublier son nom, de brûler ses vêtements et de se raser la tête et de partir en slip sur les routes, rejoindre une secte de pillards ou de mercenaires qui se vend dans les guerres entre royaumes, quoi. C'est ça le monde des sadhus. Et donc, vers la fin du Moyen-Âge, ce qui est pour nous la Renaissance, mais qui vaut aussi pour l'Inde,
Il y a des sectes de sadhus qui ont réussi et qui se sont enrichis. Et ces fameux yoginaths, voilà, ce sont des anciens sadhus devenus bourgeois d'une certaine façon, puissants, donc connaissants, écrivant, enfin pas connaissants, sachant, écrivant, et qui ont transformé des ascèses très dures de guerriers, vous voyez, dans lesquels il y avait un travail corporel avec des... Je crois qu'il y a 15 postures là qu'on connaît, hein, qui sont décrites, la posture de l'étirement de l'Ouest, etc., mais qui n'ont pas de rapport avec notre cours de yoga. A priori, il n'y a pas de rapport. Le rapport avec notre cours de yoga, historiquement, il est né dans la deuxième partie du XXe siècle, et c'est Krishnamacharya qui a fait le boulot, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, hein. Vous regardez le film Le Souffle des Dieux, écoutez bien ce que les enfants racontent. Les enfants de Krishnamacharya, c'est eux qui racontent. Hein, c'est les enfants qui racontent. On comprend que leur père, c'était le pandit du Maharaja, c'était rien à voir avec le yoga. Un pandit vishnouite, le conseiller du roi et éducateur des enfants de la famille royale, c'est le contraire d'un yogi. Mais Krishnamacharya avait fait une vraie éducation, une vraie retraite, un vrai pèlerinage. Mysore, les sources du Gange aller-retour, je ne sais pas, il doit y avoir 6000 kilomètres. Ben, il était connu pour avoir rencontré des sadhus et pour avoir reçu un enseignement, nanana. Et il se trouve que dans les années 40, donc à la veille de la révolution socialiste, c'était un peu la guerre civile, hein, en Inde. C'était même carrément la guerre civile. Le Maharaja demande à Krishnamacharya, donc le précepteur des enfants, et le garant de la tradition vishnouite, hein, pas shivaïte du tout. Là, on est dans l'aristocratie, quoi. Il lui demande de faire un cours de gym pour aguerrir, donc pour donner du sang et pour aguerrir les enfants de la cour. Alors, il faut se mettre à la place du Maharaja. Les officiers, donc l'aristocratie britannique militaire en Inde, eux, ils faisaient de la gymnastique suédoise. Donc, vous voyez ce bel officier qui se tient un peu trop droit, d'ailleurs. Vous voyez, avec sa moustache. Ce bel officier britannique qui fait de la gymnastique suédoise et qui est le conquérant, le Maharaja de Mysore était connu pour vouloir amener l'électricité à Mysore, un truc de dingue, amener l'électricité dans les années 40. On est au sud de l'Inde, hein, on est chez les sombres de peau, quoi, à Mysore. Le Maharaja voulait ce genre de choses. Le Maharaja faisait du cinématographe, d'où les films que certains d'entre vous ont vus, où on voit Krishnamacharya lui-même faisant de cette gymnastique pour la montrer. Et on voit les enfants de la cour sur un podium, le Maharaja, sa famille, sous des parasols, sur une estrade, et une autre estrade en face avec les gamins qui font une démo de gym. C'est super marrant, quoi. Mais il faut, vous voyez, il faut reconceptualiser, comprendre. Alors, moi, je ne dis pas ça pour critiquer. C'est que moi-même, je suis professeur de yoga et je suis fan de cette gym, moi. Si je suis là devant vous, c'est parce que depuis l'âge de 16 ans, je suis conquis, moi, par cette gymnastique. Mais je vous fais le truc autobiographique. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais en classe de seconde, je faisais un sport-études. On nous a fait faire du yoga parce que, soi-disant, c'est une super bonne préparation pour le sport. Ce qui est vrai. Alors, on nous a vendu le yoga, nanana, et puis bon, j'y ai pris goût, j'ai trouvé ça super, j'ai continué après. Mais ce que j'ai toujours entendu, en tout cas dans les années 80, c'est que tu arrives dans un cours de yoga, on te dit oui, c'est une philosophie millénaire, le yoga, ce n'est pas de la gym. C'est d'abord une philosophie millénaire. Bon, toi t'attends, et on te fait faire 1h30 de gym. Et au revoir. Moi, j'avais 16 ans, quoi. Tu fais, bon. Vous voyez, moi, mon désarroi, il vient déjà, je pense que c'est arrivé à tout le monde, ça vient d'abord de là, de dire, bon, et puis je m'en fichais un peu, si vous voulez, mais j'ai quand même retenu l'info. Ah bon, il y a une philosophie millénaire, mais alors elle est où ? Elle est
et ainsi de suite. Donc, on est tous, je pense qu'on est tous pareils dans la salle. Donc la question c'est, comment on fait avec ça? Il faut faire avec. Donc pour moi, je suis repassé par la tradition pour donner du sens à mon cours de yoga. Moi, j'ai aucun problème à être professeur de yoga. Je vis ça très bien. Mais dans les faits, quand on fait du yoga, entre la leçon, ça a des effets sur nous. Bah, carrément. Bah, bien sûr, ça, et pas qu'un peu. On y trouve, c'est un bien-être, ça booste le mental, ça fait des bonnes choses. Dans les Yoga Sutras, par exemple, moi, le cours de yoga, je le vois très bien dans Pranayama. C'est le lieu où la clé du cours de yoga est donnée. Le prana, c'est un des 5 vayus, un des 5 souffles, et c'est celui qui est lié à l'expiration à la parole. Et yama, c'est la maîtrise, comme dans les yama et niyama, le fait de yama, c'est maîtriser. Et après, il y a un jeu de mots, c'est que ayama, c'est l'expansion. Donc il est question de ce vayu, prana, qui est lié à l'expiration et à la parole, et il est question d'une expansion de quelque chose et d'une maîtrise. La maîtrise suivant nirodha. Dans l'enseignement, d'abord en nirodha, on tient fermement dans la main, et à force de pratiquer abhyasa, détaché de toute attente, vairagya, et ben ça fait une vritti, ça, de toujours répéter, comme les danseurs et les musiciens répètent, nous répétons, et de cette répétition vient yama. Donc ce qui était un désir de vouloir tenir dans sa main se transforme en connaissance, en fait, par répétition détachée de toute attente. Hein, vraiment. Là, je fais mon bon petit soldat qui a bien étudié les Yoga Sutras. Moi, j'ai un côté super bon élève. Hein. Non, mais c'est vrai. En ce moment, je viens d'arriver à Chambéry, je travaille en intérim. Je suis mort de rire de me voir en intérim. En plus, je viens du sport, je suis un bon soldat. Je fais oui, monsieur, oui, madame. Je fais le job. Et donc, c'est très utile dans l'enseignement aussi. C'est qu'il faut tout bien faire. Vous vous intéressez à transmettre une philosophie par le biais d'un travail psychocorporel. Il faut tout bien faire, il y a du taf. Hein. Je ne te parle même pas on n'est pas là pour parler anatomie, j'en passe et des meilleurs, mais c'est énorme en fait, tout ce qu'il y a à bien faire comme un bon petit soldat, de tenir dans sa main, voilà, la pratique c'est répéter, détaché de toute attente. Et donc pour en revenir à mon pranayama, on nous dit donc à propos de cette maîtrise éventuelle du prana et qui a un rapport avec l'expansion, on vous dit le pranayama c'est pas compliqué, vous séparez l'expire de l'inspire. Bon, moi déjà ça me plaît pas trop parce que j'étais plutôt dans un aspect l'unité quoi. Là ça commence mal, dans mon film de dire séparer, non ils ont dû se tromper. On vous demande de séparer l'expire de l'inspire et d'allonger ces deux mouvements. C'est vraiment c'est vraiment le texte. Vous séparez et vous allongez. Et de cela naît un troisième mouvement qui est vritti. C'est vrai. Dans une pratique corporelle de yoga bien menée, c'est exactement ce qui se passe. Jacques a dit lève le bras en inspirant et Jacques a dit en expirant mincit la taille et grandit et inspire encore, etc. Et on a tous vécu l'expérience que ce travail de Shadok, je pompe, j'expire, j'inspire, il y a un moment où ça devient un cycle. Alors, ce qui était caché se révèle, je continue à réciter, ce qui était caché se révèle, et vous êtes prêts pour la suite. Bon, mais ça, si vous intégrez, si vous faites la jonction entre ce qui est décrit de pranayama et l'ensemble, c'est pas pranayama, je me mets le doigt dans le nez, ça ne parle pas de ça. C'est vraiment l'ensemble de notre pratique corporelle de yoga et son guide hyper intelligent, puissant et profond, c'est ces quelques sutras, tout est dit.
Donc si vous avez pour projet, personnellement j'utilise entre 140 et 230 exercices, que j'ai pareil, bon petit soldat, listé, machin, des examens, je suis passé dans des écoles un peu comme ça. Mais c'est bien aussi. Après, on laisse tomber hein, les tableaux. Mais c'est bien les tableaux aussi, pour les oublier. C'est bien pour tenir dans sa main et après, on maîtrise. Bah, le projet, c'est d'explorer une séparation de l'expire et de l'inspire, d'approfondir ces deux mouvements et de trouver ce qui tourne. Bon, ben, vous faites ça dans la pratique et c'est bon. Non, mais c'est énorme. Il faut le faire, hein, pour chacune des postures que vous connaissez. Bon, après, vous voyez, dans le réel, parce que là, je vous parle, bon, mais dans le réel, je sais pas, moi, Rajasana, allongé par terre. Ouais, c'est pas compliqué, hein, allongé par terre, les pieds plus ou moins comme ça. Et bon, comment je fais? Comment moi, déjà, je pratique ce Rajasana? Comment j'approfondis les mouvements respiratoires juste allongé par terre? De façon à ce ça va être très difficile dans Rajasana. Hein, parce que séparer les mouvements dans Rajasana, ça va être facile. Mais alors trouver un truc circulaire alors que vous êtes tout raide comme un bâton, c'est dur en fait. C'est difficile. C'est beaucoup plus facile de trouver le souffle qui tourne dans une posture d'extension, dans l'arc. C'est plus facile. Dans Rajasana, c'est difficile. Donc vous voyez, là vous êtes parti. Donc c'est passionnant de voir quel pranayama est chacune des postures que vous connaissez déjà pour des années. Et de le transmettre. On a fini ? Moi j'avais besoin de questions. Après, parce que. Alors, oui, pardon. Peut-être que notre production. Merci. S'il y a des questions. Moi, voilà, je vous dis, est-ce que des personnes ont des questions? Parce que c'est vrai que, comment dire, nous aujourd'hui on pratique le yoga. Derrière, il y a une pratique, des mouvements, il y a une philosophie. Les fondements que vous nous avez apportés sont les prémices, mais c'est quand même, ça s'est démocratisé, on va dire, l'expérience. Oui, c'est même devenu un produit de consommation de masse. Oui, si on en perd. D'où mon intervention, c'est bien. Bienvenue aux produits de consommation de masse, mais quel rapport avec la tradition? Ben, moi, je prétends qu'il y en a un. Puissance, si on veut bien, et j'essayais là de tisser des liens. Je viens de débuter. J'ai débuté il y a peu de temps, hein, dans ce milieu, voilà, je suis très sportive à la base. Hein. Je fais beaucoup de danse. Excellent. Et est-ce que vous dites finalement ça me rassure? Parce que c'est, moi je trouve dans ce que j'ai fait avec les professeurs, je retrouve beaucoup les échauffements que j'avais au sol en danse contemporaine. Hein, ah bah la barre au sol et un cours de yoga, voilà. Ah bah ouais. Hein. C'est exactement ça. Je me souviens de mes profs de danse qui me disaient que pour tenir, il faut prendre l'énergie là et avancer. Et accepter le mouvement, accepter le mouvement. Aujourd'hui, vu que ça fait un moment que j'ai arrêté, ça me fait bien de voir de faire du yoga. Donc, le yoga plus pratique sportive finalement, artistique quand même. Bah oui. Et la différence, c'est que c'est un bien-être individuel que l'on recherche. Un bien-être et un mieux-être ensemble et un bien-être individuel. C'est ça la recherche. Sans aucune compétition.
sans aucune notion. D'ailleurs, on a presque toujours les yeux fermés, on s'en fout. Moi, si je mets ma jambe là, et que l'autre elle le fait là, on s'en fout. Et c'est ça qui fait du bien. Exactement. Au final, je suis étonnée, je ne m'attendais pas du tout à... Moi, j'ai le même vécu que toi, c'est-à-dire que moi qui venais, en tout cas à l'âge de 16 ans, qui venais du sport, ben c'est que tout à coup, une pratique de yoga, tu es en vacances. L'objet, ben oui, mais tu as beaucoup de choses à faire, mais il n'y a rien d'autre à faire que d'être là et de voir comment ces mouvements, pour utiliser une autre image de l'enseignement, c'est on dit qu'un truc qui est un peu désarmant encore de l'enseignement de yoga, c'est qu'on dit que la stabilité, donc ça rejoint Dharma et tout ça, ce qui est stable, c'est ce qui est en mouvement. C'est-à-dire que la stabilité dans cette langue n'est pas liée au fait d'être immobile, parce que l'immobilité, c'est morbide. La stabilité, c'est d'être en mouvement. Et rien que ça mérite d'être médité. Et pareil, dans vos indications, moi, le jour où on m'a dit que pour être en équilibre, là, dans une perche levée, vous voyez, on est debout sur la pointe des pieds, nanana, on dit si tu veux être stable, ben, sois en mouvement. C'est les mouvements. Et en plus, la consigne, bon petit soldat toujours, la consigne de cette posture, c'est d'allonger les mouvements respiratoires. Donc plus tu cherches à être en équilibre, ben, plus tu chutes, parce que la consigne, c'est allonger les mouvements respiratoires, donc créer un mouvement respiratoire qui va complètement désorganiser l'équilibre. Et ben, la seule solution de s'en sortir, c'est d'aller encore plus dans le mouvement et d'accepter les oscillations. Et quand vous avez accepté le fait d'osciller et de respirer, donc expirer super profondément et vraiment faire monter l'air, je ne parle pas de l'énergie de l'air, et ben voilà, tout à coup la posture fonctionne, l'équilibre fonctionne, la stabilité est là parce qu'il y a du mouvement. C'est exactement ce que tu témoignes et que j'ai vécu aussi. C'est qu'il y a un espace de travail corporel pour ce cours de yoga où il n'y a rien d'autre à faire que d'explorer ces réalités cosmiques. Donc on est vraiment dans le vrai par rapport à l'enseignement de yoga. Mais ça dépend du film du prof. Si le prof est dans un autre film, eh ben, à travers les exercices, c'est son film. Si le prof est imprégné, et il y en a beaucoup des comme ça, est imprégné de son école de commerce et des théories du management, travailler plus pour gagner plus, ou ce que disait Obama, je ne sais plus, yes you can, but never give up, machin, là. Vous voyez tout le truc du management actuel, et si c'est ça qui est donné, bah, les gestes internes de la pratique, bah, ça va être de cultiver le néoconservatisme américain à l'œuvre dans les entreprises. Si l'idéologie qui porte le cours de yoga, c'est celui-là, c'est ce qui va être travaillé. Si c'est un truc complètement catho, ça va être un truc complètement catho. Vous voyez, si le but du cours de yoga, c'est d'être gentil et puis bienveillant, et nanani, nanana, ben, c'est ça que vous avez cultivé. Oui, mais Il ne s'agit pas d'être méchant. À la fois, c'est une pratique individuelle, je rebondis sur ce que disait Christine, c'est aussi une pratique individuelle qui nous amène quelque part à être mieux. C'est ce que j'expérimente, voilà. Dans mon corps et dans ma tête, je l'expérimente comme ça. En revanche, ça met aussi du lien. Parce que moi, je trouve que ça rassemble. Et ça, dans le monde dans lequel on vit, je rebondis sur ce que disait monsieur. Moi, ça ne fait pas de mal, hein, parce que quand même le monde est très partagé, et ça rassemble autour de quelque chose de, je dirais, de sain, où il n'y a pas d'enjeu, où on s'en fiche que la voisine elle fasse comme ça, et puis nous, ça se autrement. Oui, alors, ça c'est une... alors, pour moi, en dehors peut-être de la politique et commerciale, parce qu'on a tous besoin de faire quelque chose pour se défouler de ce qui se passe ailleurs. Peut-être que ça, au moins, ça cultive quelque chose du mieux et de le vivre ensemble aussi. Je n'ai pas d'idée sur la question, mais pour moi, bien vivre ensemble, c'est... C'est un point
il ne s'agit pas de mal vivre ensemble. Non, mais par exemple, enfin, moi je parle comme ça, Ouais. parce que je ne suis pas prof de yoga, je Ah. parle d'un vécu, c'est pas toutes les connaissances, voilà, bref. En tout cas, l'esprit me convient bien à ce niveau-là. Et dans l'association à laquelle je participe, eh ben, c'est cet esprit-là qui me plaît. Et peut-être qu'il y a des gens qui poussent la porte et qui sont dans une consommation, mais qu'importe, parce que quelque part, voilà, c'est aussi, ça vient nourrir quelque chose d'autre. Mais bien sûr. Et de l'ordre de la consommation telle qu'on l'a, voilà. Donc moi, je me dis, bah, si on œuvre pour ça, c'est déjà pas mal. Voilà, mon propos d'aujourd'hui, c'est de tisser des liens entre ce que vous faites, quoi que ce soit, et ce Sanatana Dharma. Voilà, c'est mon propos d'aujourd'hui. Mais vous avez vu que si j'ai des choses à dire à transmettre, mais vous avez vu ce que je transmets est très infra. Ça ne vient pas dans les couches supérieures où chacun est. C'est en dessous, c'est dans le fondamental en fait, à la racine de. Donc, pour récapituler, tout en étant très cachère, j'allais dire, mais très, très dans les clous, ce qui conditionne une démarche de connaissance, en fait, c'est le désir de connaître. Point. C'est-à-dire que, animé du désir de connaître, ça va bien se passer. Ça va dans le sens de la connaissance. L'enseignement de yoga, donc l'enseignement de joindre, vous savez, je fais très attention aux mots que j'utilise, je ne parle jamais de le yoga, mais il y a un enseignement de se joindre à Dharma, consiste à désirer connaître. Alors, c'est ce qui arrive. Mais si je désire être plus musclé, ça va marcher aussi. Si je désire être plus souple, ça va marcher aussi. Mais c'est un autre désir. Je pense qu'on est tous amenés par c'est comme un rond-point géant, on arrive tous et toutes peut-être par un chemin différent. Moi, je suis arrivé par le sport et c'est mon petit gars, ça va être bon pour tes performances. On vit dans un environnement. Oui. Nous continuons à vivre dans un environnement, donc nous continuons à être ignorants. Par exemple, pour conduire une voiture, il faut être ignorant. Si vous n'êtes pas conditionné à la conduite des voitures, vous n'allez même pas pouvoir conduire. C'est paradoxal. Pour conduire une voiture, il faut être conditionné à la conduite de la voiture, sinon ça ne marche pas. Et donc pour vivre en société, il faut être conditionné et bien, mais ça c'est pas le rôle de l'enseignement de yoga, c'est le rôle religieux des religions. Donc, notre religion principale à nous, c'est d'être passé par je ne sais pas combien d'années d'écoles laïques et républicaines. Mais qui est elle-même, c'est-à-dire la laïcité républicaine est une émanation du monde chrétien. Hein. Bon. Le communisme aussi, le capitalisme aussi, tout ce qu'on imagine, de toute façon, est une émanation de quelque chose de plus profond, qui est le monde judéo-chrétien et puis romain. Parce qu'avant le christianisme, il y avait l'Empire romain d'un côté, et pour ce qui est du judéo-christianisme, la Torah, le monde judaïque de l'autre. Donc on a un attelage complexe, mais c'est intéressant de voir comment sont tissées toutes ces choses pour chacun. Et là, je vous parle, nous parlons français. C'est un truc de dingue de parler français. C'est un truc de dingue de parler Magadhi. C'est la langue maternelle de Siddhartha Gautama, c'est le Magadhi. Bon, en Magadhi, tu ne penses pas ce que tu veux. D'où le sanskrit, qui est une langue détachée de notre religion et qui
est spécialisé niveau CM2 pour voir. Mais sinon, je suis français, je suis chrétien, je suis républicain, etc. Et je vais continuer à l'être. Ça, c'est facteur d'ignorance. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'en dessous, si j'ai désir de connaître, ben, ça transforme comment je suis chrétien, républicain et capitaliste, etc. Je suis plus le même. Je suis toujours ça, mais différemment. Vous voyez, c'est là où l'enseignement du yoga, c'est génialissime et bah, c'est vraiment, il y a un truc de dingue. Ça va colorer. Donc que vous l'utilisiez pour colorer, pour vous colorer vous-même, c'est-à-dire devenir un autre chrétien, chrétien autrement, ou professeur de gymnastique autrement, etc. Ça marche pour tout, en fait. Mais à la base, il y a le désir de connaître. La définition, c'est désirer connaître. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi je suis arrivée au yoga. Je ne me suis même pas posé la question. Ben, moi aussi. Moi, je ne me suis pas posé la question sur moi. J'ai d'abord noté les incohérences de ce que racontaient les professeurs de yoga, souvent complètement délirants. Si tu as les neurones à peu près alignés, c'est... mais même dans l'école de formation, hein, bon petit soldat qui veut comprendre, j'étais complètement perdu. Si je n'avais pas rencontré Eliette de Grasse, qui est devenue mon gourou après, qui est juive, je ne suis pas juif, moi je suis chrétien, mais si je ne l'avais pas rencontré, je crois que j'aurais laissé tomber. C'est trop... Voilà, mais c'est notre lot à tous. Normalement, chacun où nous sommes, je livre mon exemple en pâture, si vous voulez, mais c'est pas pour que vous vous saisissiez de mon exemple, c'est le mien. C'est pour que vous alliez voir votre exemple, vous. Ça marche comment chez vous? C'est une belle ouverture, moi, je trouve. Universelle, parce que chacun se retrouve à un endroit comme le rond-point. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Parce que ça ouvre plutôt que de fermer. Ça ouvre. Ah ouais, Dans la théorie générale des Samkhya-Karika, des Védas, tout ça, c'est un lieu commun, ce que je vais vous dire, mais il y a un seul, et ça vaut pour le shivaïsme aussi, il y a un seul espace. Donc il y a un seul espace dans lequel tout ce qui a été, est et sera, les mémoires de ce qui a été, est et sera, sont. C'est ça que dans le New Age on appelle les annales akashiques. Mais ça c'est délire, la version New Age du truc. Et la version védique, c'est il y a un seul espace et toutes les mémoires elles sont dedans. Ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire l'ego de Joachim, c'est que les mémoires du monde elles sont dans l'espace. Et bien Joachim ploup apparaît dans un lieu là. Parce qu'il y a un tissage particulier des mémoires du monde qui font que la terre, l'air, l'eau, le feu, l'espace prennent comme une mayonnaise en forme de Joachim ici. Mais les mémoires qui me constituent sont exactement les mêmes qui constituent chacun. C'est les mêmes mémoires. Mais le tissage est différent. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a l'espace entier et les mémoires du monde dans ma proximité. Et c'est ça qui fait que je suis unique. Il y a les mémoires de mon ascendance, de mes parents, nanana. Mais tout de suite intriqué dedans, il y a les époques où ils ont vécu, tac, tac, tac. Bon, la langue française, bien sûr, le côté chrétien, bien sûr, tatati, tatata. Et donc, c'est le cas pour nous tous. Mais après, il y a tout ce que j'ai fait. Tout ce que mes parents avaient fait déjà, qui n'est pas pareil pour chacun de nous. C'est pour tout le monde différent. Donc vous voyez, l'intrication des mémoires du monde, on est dans le même bain. Et c'est ça qui donne... Alors là, on passe plutôt dans le côté chamanico-védique. C'est très bien, comme ça on va arrêter là après. Mais là, vous avez encore une autre perspective qui est démente, qui est absolue et vertigineuse. C'est qu'en fait, rien ne vous empêche d'explorer le monde dans son entier. Parce que les relations entre les mémoires du monde, en fait, par exemple, un exercice tout con,
essayez de placer une baguette sur ce qui est vous ou pas vous. Vous voyez, dans cette perspective où je suis un tissage des mémoires du monde, à quel endroit c'est plus moi? Il y a des gens qui vont dire « Ah ben moi, mes parents, j'ai rien à voir avec eux ». Attention, si il est pensé que j'ai rien à voir avec mes parents, ça va devenir affectif. Pas complètement affectif, mais ça, vous voyez, ça va faire une transformation. Si je crois que je ne suis pas relié à mes parents, ben je modifie ma trame. Donc je suis transformé. Et donc je m'éloigne de mes parents. Enfin, quitte à m'en rapprocher, parce que le problème c'est que, vous voyez, est-ce que vous voyez comment l'imagerie médicale montre les neurones et les synapses? Vous voyez, dans une espèce de nébuleuse où il y a des, un peu comme les étoiles dans le ciel, où il y a des points et des bâtons, et tout est relié comme ça. Quand vous bougez dans la trame, en fait, tout bouge. Et ça, c'est la réalité, pour moi, c'est la réalité de ce qu'on appelle l'ego. Ça ne veut rien dire. En français, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas du tout le même sens que ce que je suis en train de vous raconter. Parce qu'il n'y a pas de Caroline est trop dans l'ego. Enfin, tout ça, ça ne veut rien dire. Mais là, c'est très concrètement, il y a ce tissage et nous avons des moyens d'action hyper importants sur la trame. Et en termes de connaissances, nous avons des moyens hyper importants pour voyager dans cette trame. En théorie, rien ne vous empêche de voyager où vous voulez dans la trame. En pratique, c'est difficile. Mais en même temps, pas. Je rêvais ce matin à ma grand-mère, qui est décédée. Donc en termes de voyage spatio-temporel ou de sortie de corps, ou tous les trucs dont on parle, en fait, simplement d'être avec ma grand-mère en train de vivre quelque chose avec elle ce matin alors que je me réveillais, eh bien, c'est dans la trame que ça se passe, c'est une action et ça a des fruits, ça porte des fruits. Alors, je vais faire un rappel au temps, parce que là, pour le coup, on va avoir des ateliers qui vont se dérouler à la donc, voilà. En tout cas, je suis très heureux de ce qui s'est passé parce que je pensais riche. Et un dernier truc, j'ai enregistré, donc à la demande de ma voisine, j'ai enregistré. Et donc cet enregistrement, si quelqu'un le veut, mettez une feuille avec vos mails, peut-être, et à l'endroit du thé. Vous voyez, là où il y a le thé, mettez une feuille, alignez vos mails et j'enverrai à tout le monde. On a fait 1h30 pile. Parfait.